La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, mercredi, 3e étape de notre série consacrée à Marguerite Duras dans une émission proposée par Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Laurent Travagli-Chanal, Didier Pinault et Anthony Thomasson. Marguerite Duras a raconté son enfance tout au long de ce que l'on a appelé le cycle indo-chinois. La mort de son père alors qu'elle n'a que 7 ans, l'achat par sa mère de terres inondables et incultivables, l'argent qui manque, le frère violent, la mère qui n'aime que lui, et bien sûr aussi Léo, l'amant vietnamien qui reviendra sous diverses formes dans son œuvre. Sa vie, ce fut aussi, à Paris, la guerre et la résistance, la publication de livres essentiels ainsi que plusieurs amours. Tout cela, Sophie Bollard nous l'a raconté lundi dans une émission que vous pouvez retrouver en podcast. Et puis hier, nous recevions celui qui a préfacé les œuvres de Duras dans la Pléiade, Gilles Philippe. Il nous a expliqué le style de la romancière. Il a aussi raconté le vide, le néant sentimental, incarné par une écriture volontairement pauvre. Enfin, demain, nous parlerons du cinéma de Duras. Nous demanderons si elle aimait d'ailleurs le cinéma en général ou si elle a au contraire cherché à le changer, si ce n'est à le détruire. Ce sera d'abord avec l'universitaire Jean Cléder, puis avec la journaliste Laure Bergala. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour parler notamment de ce qu'elle appelle la noblesse de la banalité chez Duras, je serai en seconde partie de cette émission en compagnie de l'universitaire Mireille Caille-Gruber. Et en première partie, je reçois l'essayiste et romancier Dominique Noguez, auteur d'une bonne trentaine de livres, parmi lesquels les romans Amour Noir chez Gallimard en 1997, Une année qui commence bien chez Flammarion en 2014 et ces jours-ci, un ovni littéraire intitulé L'interruption, toujours chez Flammarion. Et puis en ce qui concerne Marguerite Duras, on lui doit également 2 livres, Duras Marguerite chez Flammarion en 2001, où il analyse au plus près son style et ses films, et Duras toujours chez Actes Sud en 2009, où il donne un témoignage sur la dizaine d'années pendant lesquelles ils se sont fréquentés. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. Mais peut-être que je ne suis pas un écrivain. Parce que c'est trop traumatique, c'est trop terrible ce que je fais quand je fais l'écrivain. C'est sans fin cette histoire-là, l'écriture ne cesse jamais, quoi. C'est une sorte d'enfer, oui, on peut dire. Bonjour Dominique Noguez. Bonjour. Merci d'être avec nous. L'écriture, c'est l'enfer, semblait croire Marguerite Duras. Il faut dire qu'elle avait confié au journaliste Pierre Dumayet que chaque livre est un meurtre de l'auteur par lui-même. C'est peut-être surtout vrai pour Duras. Elle s'est beaucoup assassinée, mais elle a survécu à chaque fois. Je ne sais pas trop comment il faut prendre cette formule. En tout cas, c'est une formule que vous reprenez dans votre récit Une année qui commence bien. C'est donc une formule qui a dû vous marquer. C'est bien possible, oui. Oui. Alors, Marguerite Duras est quelqu'un que vous avez connu, Dominique Noguez. Je crois que c'est au départ par le truchement d'un article que vous lui aviez consacré que vous vous êtes rencontrés. Justement, je ne pense plus trop à Marguerite Duras, mais dès que j'entends sa voix, il y a plein de choses qui reviennent. Qu'est-ce qui revient alors ? Puis, puisque je savais que vous alliez m'interroger sur mes souvenirs, alors j'ai essayé d'en ramoter quelques-uns, et l'émotion revient. Mais moi, je la lisais de temps en temps dans France Observateur. Je la voyais quelquefois de loin, comme du côté de Saint-Germain-des-Prés, à la terrasse du Saint-Claude. Et puis, en 1975, je ne sais plus
pour quelle revue. Enfin, j'étais descendu une des rares fois de ma vie au Festival de Cannes. Et là, j'ai vu India Song un après-midi. Je suis sorti de là complètement bouleversé. Qu'est-ce qui vous avait bouleversé? Tout, c'est-à-dire cet envoûtement très vite qui était aidé par la musique de Carlos D'Alessio, mais par le texte assez envoûtant de Duras, et puis la lenteur des images, enfin quelque chose qui me plaisait bien. À ce moment-là, je m'intéressais beaucoup au cinéma dit expérimental, c'est-à-dire à des expériences extrêmes du cinéma. Là, c'était pas du tout extrême, mais c'était quand on était préparé à tout voir, on était dans le plaisir. Dans l'émotion. Et le soir même, moi je dînais tout seul dans un petit restaurant de Cannes, et je vois arriver Marguerite Duras avec toute sa cour. Enfin, il y avait une cour, en tout cas, il y avait plein de gens qui devaient être l'équipe technique du film, je sais pas, qui l'accompagnait. Et de loin, comme ça, je l'ai vu de loin. Et puis, quelques mois après, un des organisateurs du festival de Toulon, qui s'est appelé ensuite Festival d'hier, a eu la bonne idée de m'inviter à faire partie du jury de la section du cinéma différent. Mmh. Et il y avait 3 jurés, un japonais, un brillant dramaturge et cinéaste qui s'appelait Shuji Terayama. Il était accompagné d'une interprète qui était Hiroko Govaerts, une espèce d'incarnation du cinéma japonais à Paris. La deuxième était Marguerite Duras, et j'étais le 3e. Donc je suis arrivé à Toulon le soir, en fin d'après-midi, je rencontre Michael Lonsdale, que je connaissais déjà un peu. Qui avait joué dans India Song. Oui, puis il jouait dans des films de quelqu'un que je connaissais, qui s'appelait Marcel Hanoun. Enfin, il me dit, est-ce que vous avez un instant, Marguerite Duras voudrait vous rencontrer. Alors bon, je le suis. On sort du cinéma où on était, et on voit dans la rue une grosse voiture qui était arrêtée, et puis une petite dame qui était au volant. Alors elle baisse la vitre, et puis elle me tend la main, et puis on a échangé les premiers mots. Mmh. Et puis pendant, je sais pas combien de temps ça a duré, ce festival, mais enfin, on s'est vu dans les projections, on s'est vu au dîner, on s'est vu au déjeuner, et elle était absolument charmante. Et oui, c'était l'heureux temps, où oui. vous voyez et écrivez. Ah oui. Ouais. Ça, Après, vous êtes tutoyé. Mais c'était moins bien. Le vouvoiement a duré quelques années, Dieu merci. Je crois que, comme elle tutoyait facilement tout le monde, le vouvoiement qu'elle m'accordait était une sorte de privilège. J'ai eu tort à un moment donné d'accepter dans un taxi, comme ça elle me dit maintenant on va se tutoyer. J'aurais dû refuser, parce que là tout a commencé à aller moins bien. Mais... Alors, oui, vous avez aussi écrit à cette époque-là un article sur le cycle d'India Song, et puis je crois que vous la compariez, alors je ne sais si dans cet article ou dans un autre, à Madame de Lafayette. Oui. Pourquoi ? À cause du classicisme, à cause de une certaine présence de la rhétorique, et de ce qui va au-delà de la rhétorique, qui est le refus de toute figure de rhétorique, c'est-à-dire des mots, le sublime, comme chez Corneille quelquefois, comme j'aime dans La Princesse de Clèves, et comme chez Duras. J'avais fait ce rapprochement, et je dois dire, cet article, il m'avait demandé, que j'avais passé plusieurs mois à faire, qui m'avait demandé du travail. Cet article, elle avait de la sympathie pour moi, mais à partir du moment où elle a reçu l'article, elle a été beaucoup plus attentive, et c'est un article qui a eu la chance de l'intéresser. Enfin, c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on vous compare à Corneille ou à la Madame de Lafayette. Non, ou aux grands sculpteurs antiques, comme vous le faisiez également dans cet article. C'est le classicisme, vous, qui vous retient, parce que c'est pas forcément le terme qu'on aurait envie d'accoler à sa littérature comme ça tout de suite. Les grands sculpteurs antiques, c'était par cette manière qu'elle avait dans India Song de filmer les acteurs et les actrices, Delphine Seyrig, Michael Lonsdale, la bouche close, au moment même où on entendait en son rajouté, on entendait leur voix, mais la bouche ne bougeait pas.
Et je comparais ça au regard sans yeux des statues antiques de Phidias, etc. Mais tous les moyens de l'attirer vers une certaine grandeur classique étaient bons. Évidemment, je voyais bien qu'elle était dans la modernité la plus fraîche. Mais encore que à ce moment-là, je la situais mal. C'est seulement après que je me suis dit qu'au fond, plutôt que de Michel Butor, de Rob Grillet, des gens qu'on regroupait sous le nom de Nouveaux Romans, c'était de Pierre-Jean Jouve qu'il fallait la rapprocher des auteurs comme ça. Finalement, si vous pensez à Catherine Crachat ou à Paulina 1880 de Pierre-Jean Jouve, c'est un style tout à fait différent, mais il y a une espèce de densité et une espèce de superbe maîtrise du langage qui rappelle, qui fait penser à toutes choses égales au style de Duras. Et puis alors un jour, Dominique Noguez, ça a commencé à se gâter un petit peu entre vous. Il faut dire qu'elle avait cette tendance à mettre à distance, passé un certain temps, les gens qui l'entouraient. Et vous, c'est peut-être un petit peu au moment aussi où arrive Yann Andrea dans sa vie, qu'elle vous met à distance. Alors pas que vous, vous racontez aussi que Michel Porte, par exemple, est un peu victime de ce syndrome. Oui, ou Viviane Forester. Et quand je leur ai raconté ça après à Viviane Forester et à Michel Porte, ils ont dit mais pas du tout, Marguerite a continué à me voir, etc. Ah. Non, bon, c'est une impression. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? C'est peut-être le tutoiement pour commencer, mais c'est surtout qu'à un moment donné, le ministère des Affaires, qui s'appelait des Relations extérieures sous Mitterrand, avait lancé le filmage et le tournage d'entretiens de Marguerite Duras à propos de son cinéma, de ses films, avec moi. C'était moi qui était son interlocuteur. Et ça s'était pas trop mal passé, mais il y a eu des moments de tension. Je sentais bien que, au fond, elle ne supportait pas que quelqu'un ose presque lui tenir tête, mais enfin, oui. Au début, le premier tournage, c'était à propos de Nathalie Granger. J'étais venu avec toutes mes fiches et j'avais des tas de questions à lui poser dans un certain ordre. Enfin, j'étais assez directif comme intervieweur. C'est très mal. Elle répondait tant bien que mal, et puis plutôt bien. Mais le lendemain matin, pour s'apprêter à faire le deuxième entretien, elle me dit « mais ça va pas du tout, tu m'empêches de parler ». Alors du coup, moi j'ai été complètement tétanisé, déjà que j'étais assez intimidé par elle, alors donc je ne disais plus rien, et j'attendais qu'elle ait fini. Elle me dit « ça y est, tu peux poser ta question maintenant ». Enfin, c'était... Ouais. Donc vous dites que c'est quand même quelqu'un qui était assez négative. Elle disait pas mal de mal, y compris des écrivains. Je vous propose d'écouter par exemple ce qu'elle disait de Jean-Paul Sartre à Bernard Pivot dans ce fameux entretien de 1984 dont on a déjà passé des extraits. Je ne dis pas des gens très très célèbres pour moi n'ont pas écrit. Exemple. Sartre. Sartre, comment? Il n'a pas écrit. Comment il n'a pas écrit? Non, pour moi, il n'a pas écrit, il n'a pas su ce que c'était qu'écrire. Il est toujours, il a, si vous voulez, il a eu toujours des soucis annexes, des soucis de seconde main. Il n'a jamais affronté l'écriture pure. C'est un moraliste, Sartre. Il a toujours puisé dans la société, dans une espèce d'environnement de lui. Un environnement politique, littéraire. Ce n'est pas de quelqu'un de qui je dirais, il a écrit. Je n'y penserais même pas. J'ai lu une chose qui m'intéressait, lui, dans Situation. Il parlait de la littérature américaine, sans ça, rien. Les mots? Ah si, j'ai lu ça. Oui. Je dirais que Blanchot écrit, Bataille a écrit, oui.
Mais vous savez, ce n'est pas un jugement de valeur que je Non, porte non, là. mais- Il y a des gens qui croient écrire. Et puis des gens qui écrivent. La compagnie des auteurs sur France Culture, c'est vrai ça, Dominique Noguès, il y a sans doute des gens qui écrivent et des gens qui croient écrire. Vous la reconnaissez bien là? Oui, c'est le grand cirque de l'écriture. Ou le grand cirque de Duras? En fait, depuis que ces archives ont été déposées à l'IMEC, on voit ces manuscrits, on voit qu'elle travaillait, qu'elle raturait, que c'était pas... Elle n'employait pas le mot grâce, c'est un mot plutôt de Marcel Arlan, la grâce d'écrire. Mais enfin, elle avait une façon de penser qu'on écrivait ou on n'écrivait pas, comme elle vient de le dire. Mais en réalité, elle travaillait beaucoup et ce qui y a de plus saisissant dans ce qu'elle écrit, ça vient du travail, c'est pas seulement quelque chose comme ça, qui une espèce de transcendance inexplicable. Mm-hmm. Mais elle en a fait quand même un leitmotiv enfin sur son œuvre. Moi, j'écris. Voilà, c'est comme si c'était, mais c'était une douleur en même temps. C'était pas du tout seulement une grâce. Alors, il y a une chose que vous avez un peu du mal à lui passer, c'est l'un de ses livres, La maladie de la mort. Dominique Noguès, est-ce que vous pouvez rappeler de quoi il s'agit? La maladie de la mort, c'est un petit livre qui est paru aux éditions de Minuit et qui date des premiers mois de sa rencontre avec Yann Andrea. Et c'est un texte assez beau, mais moi, pour le résumer d'une façon un peu abrupte, je dirais que c'est un texte contre l'homosexualité masculine. Parce que c'est l'histoire d'un homme qui paie chaque soir. Oui, qui veut essayer. C'est un homosexuel qui veut essayer une femme. Une femme, alors. Ouais. Il paie une femme. Mais il y a des formules terribles. Pour voir s'il peut aimer le corps des femmes. Et déjà le titre, La maladie de la mort, parce que pour résumer les choses très abruptement, les femmes sont du côté de la vie, elles donnent la vie, et ceux qui ne les connaissent pas sont du côté de la mort. Et c'est une maladie, c'est la maladie de la mort. Et à ce moment-là, je me souviens, je l'avais accompagné à Rome, il y avait une petite rétrospective de ces films, et on avait déjeuné avec le consul de France, enfin, je sais plus si c'est le consul, enfin, ou le conseiller culturel. Et je me souviens que pendant tout le déjeuner, elle avait tenu des propos qui m'avaient ahuri sur les homosexuels. Ils sont partout, etc. Un discours inattendu, alors que depuis longtemps, elle était entourée d'homosexuels. Elle vivait surtout avec un homosexuel, Yann Andrea. Mais pas encore à ce moment-là. Oui, enfin c'était dans les premiers mois, là, oui. Mais là, tout d'un coup, mais elle était capable d'excès, enfin de déclarations un peu péremptoires, globalisantes, et puis quitte ensuite à changer d'avis, avoir un avis plus nuancé. Mais là, tout d'un coup, elle était en train d'écrire La maladie de la mort, et je me dis, mais j'avais l'impression qu'elle filait un mauvais coton. Enfin, moi, c'est pas un livre, c'est pas celui d'elle que je préfère. Enfin. On va quand même en écouter un extrait. Oui. Vous pourriez l'avoir payé. Vous auriez dit: il faudrait venir chaque nuit pendant plusieurs jours. Elle vous aurait regardé longtemps, et puis elle vous aurait dit que dans ce cas, c'était cher. Et puis elle demande: vous voulez quoi? Vous dites que vous voulez essayer, tenter la chose, tenter de connaître ça, vous habituer à ça, à ce corps, à ces seins, à ce parfum, à la beauté, à ce danger de mise au monde d'enfant que représente ce corps, à cette forme imberbe sans accident musculaire
ni de force. À ce visage, à cette peau nue, à cette coïncidence entre cette peau et la vie qu'elle recouvre. Vous lui dites que vous voulez essayer. Essayer plusieurs jours peut-être. Peut-être plusieurs semaines, peut-être même pendant toute votre vie. Elle demande « Essayez quoi ?» Vous dites « D'aimer ». Do you love me like that? Are you really one of them? Using me up as they do. Just C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez et vous êtes bien sur France Culture avec vous Dominique Noguez. Sur le plan stylistique, diriez-vous qu'elle a pu fertiliser votre style à vous d'écrivain? Non, mais j'ai passé de longues semaines à faire un article sur son style. Je ne sais plus en quelle année. J'avais pris 4 ou 5 textes que j'avais vraiment épluchés de près. Et je notais un changement à partir de Hiroshima mon amour, de l'écriture du film Hiroshima mon amour. Là, elle trouve cette espèce de style alors, avec des phrases très brèves et des phrases qui se suivent un peu comme des vagues, des vaguelettes au bord de l'eau. Une phrase amène un mot de plus que la précédente, puis la suivante va amener 2 ou 3 mots de plus, une progression comme ça très sobre. Et puis bon, j'avais examiné aussi la présence d'un certain. Encore une fois, je me servais de la bonne vieille rhétorique classique pour essayer de décrire au plus près sa manière d'écrire. Et voilà, j'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas relu cet article, mais enfin, Oui. je Et alors, si on reprend un petit peu ses premiers ouvrages, hein, on en a parlé déjà dans cette série. On a dit d'ailleurs que le premier livre s'appelait Les Impudents et que le second s'appelait La vie tranquille. Mais c'est oublié quand même qu'il y a avant cela d'autres livres, alors des livres avoués et puis des livres non avoués. Le premier, il est signé Donadieu. Donc il n'y a pas de pseudonyme pour le premier. Il s'appelle L'Empire français. Il est publié en 1940 et c'est un livre qui est peut-être un livre de commande, en tout cas un livre dans lequel elle rappelle aux Français menacés par les armées de Hitler qu'ils sont un grand empire, qu'ils ne sont pas seuls. Est-ce que vous avez eu l'occasion de jeter un œil à ce livre et qu'est-ce que ça peut dire finalement de Marguerite Donadieu, élevée dans les colonies d'Indochine et de ce regard qu'elle peut porter sur l'Empire français? Je ne l'ai pas lu en entier, mais c'est un livre, ils étaient deux. Elle avait été engagée en quelque sorte pour le chapitre sur l'Indochine, puisqu'elle venait de là, elle en savait plus que quiconque. Et bon, c'est un livre, au moment où la France commence à se sentir menacée, terriblement, c'était une manière de... Est-ce que c'est un livre de propagande? C'est un livre qui fait le bilan de l'Empire français, enfin... Mais après, pendant la guerre, ça elle l'a déclaré ensuite, elle dit que pour pouvoir s'acheter de la nourriture au marché noir, je ne sais quoi, elle avait fait des romans sous d'autres noms, ou enfin des choses comme ça. Que vous avez retrouvées. Enfin, en Alors tout cas, moi, j'ai cru. Vous avez cru en retrouver. J'ai cru. Je n'ai pas cru. Enfin, c'est un ami qui m'avait signalé chez un bouquiniste un mystérieux livre d'une certaine M. Donadieu, ou d'un certain, c'était pas précisé. Et le titre, c'était Heure chaude. Heure chaude au pluriel, ce qui faisait un peu livre érotique. Enfin, je me dis que ça serait drôle si c'était Marguerite Donadieu. Et puis, alors
Ce qui n'est pas impossible parce qu'à cette époque-là, pendant la guerre, ils avaient besoin, tout ce petit groupe de la rue Saint-Guillaume, ils avaient besoin d'argent. Et donc, ils publiaient peut-être ce genre de livre pour en gagner. Mais alors, donc, moi, j'ai analysé ça. J'ai trouvé, vous savez, quand on, sans être jésuite, enfin, si on veut prouver quelque chose, on peut y arriver. Je trouvais des tournures qui pouvaient être duraciennes, etc. Mais je m'amusais, c'était forcé. C'est un canular. Et après, des libraires m'ont signalé un livre, alors là, qui n'était pas signé et qui s'appelait Caprice au pluriel et qui manifestement était d'elle. Et effectivement, alors là, le style s'impose tout de suite. La situation, c'est une histoire d'adultère qui se passe à Biarritz. Et c'est à peu près la trame de Hiroshima, mon amour, à l'avance. Alors là, c'est vrai, Caprice, qui est de 1944, je crois, qui a été publié à Paris, c'est un livre d'elle. Et ça commence sur une plage déserte avec une jeune fille allongée sur le sable qui observe un nageur qui s'éloigne. Et c'est le mot « observer » qui va nous permettre d'aller sur la thématique que j'avais annoncée et dont finalement il nous reste assez peu de temps pour parler, qui est la thématique de l'œil pour Duras. Duras voit, c'est le titre d'un texte que vous avez publié dans la NRF en avril 2006. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous que Duras voit? De quelle façon voit-elle, Dominique Noguez? Je me rappelle plus beaucoup ce que j'ai, mais ça voulait dire d'une part... Parler de voyeurisme. Oui, il y avait une façon d'être un écrivain visuel, très visuel, mais aussi d'occuper des positions de voyeuristes. Et par exemple, dans un de ses plus beaux textes, qui est court aussi, qui est publié, qui s'appelle L'homme assis dans le couloir, qui est à peu près la taille de La maladie de la mort, qui date de la période d'Hiroshima, mon amour. Là, elle décrit, c'est la chose la plus érotique, ça me l'avait dit, mais c'est vrai, la chose la plus crue qu'elle ait écrite, c'est une femme allongée et un homme qui finit par uriner sur elle, enfin des choses assez précises érotiquement. Mais ça c'est écrit donc l'année d'Hiroshima, ça va être 1958, mais après elle a terminé en rajoutant un personnage qui est une sorte d'elle-même, qui observe, qui voit tout. Donc un vrai voyeur, là. Voilà, c'est plus décrit comme ça à la troisième personne, pas plus seulement, il y a tout d'un coup l'intervention d'un œil, de quelqu'un qui voit. Et justement, ça lui ressemble bien, encore une fois, de regarder dans le sens où elle est plus celle qui voit que celle qui fait, et peut-être même souffre-t-elle d'être du côté de ceux qui regardent davantage que du côté de ceux qui agissent ou de ceux qui sont alors amoureux ou qui sont dans une action ou qui vivent en fait davantage qu'ils n'observent la vie. Oui, en tout cas, si on rapproche ça d'autres romans comme 10 heures du soir en été, ou bien le ravissement de Lolvestein, cette situation d'une tierce personne, une personne qui voit celui qu'elle aime en train de coucher avec une autre femme, et qui voit... c'est l'histoire du chant de seigle dans le ravissement de Lolvestein, c'est-à-dire que il y a une Lolvestein et dans la nuit est tombée, la fenêtre de la chambre où celui qu'elle aime est en train de faire l'amour avec une autre est éclairée, et elle est dans un champ de seigle dans l'ombre, et elle voit jusqu'à... Et cette situation est présente plusieurs fois, tellement de fois d'ailleurs dans l'œuvre de Duras, que on ne peut ne pas imaginer qu'il y a là quelque chose de fantasmatique, d'essentiel. Ouais. Un dernier mot, visionnaire. Est-ce que c'était une femme ou un écrivain, une écrivaine visionnaire? On peut... C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est une grande écrivain de la parole, de la radio. C'est une voix formidable. Elle vaticinait, elle s'est mise assez vite à avoir une voix de prophétesse, alors peut-être de visionnaire, mais quelquefois elle ne voyait pas grand-chose. Mais j'ai vu une émission de télévision il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, où on avait trouvé, alors c'est un entretien que je ne connaissais pas, où elle répond, elle parle
l'hypercommunication qui nous attend, et c'est écrit forcément avant sa mort, c'est-à-dire avant 1996, et c'est quelque chose qui peut préfigurer Internet, les portables partout. Oui, c'est vrai que c'est assez saisissant à quel point elle décrit exactement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui en termes de communication dans cette interview à laquelle vous faites référence. C'est-à-dire quelquefois elle se trompait. Moi, j'avais posé une question pour une revue, et comment voyez-vous le cinéma en l'an 2000 ? Bon, là, elle avait pas tellement répondu. Mais il y a des fois où elle tombait juste, et effectivement, avec son air de prophétesse, elle avait l'air visionnaire. Merci beaucoup, Dominique Noguès, d'être passé nous voir. Je rappelle que votre dernier roman s'appelle L'Interruption, qu'il vient de paraître aux éditions Flammarion. Tout de suite, la chronique, c'est en compagnie des revues. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et nous avons le plaisir de vous retrouver. Michel Crépu, bonjour. Bonjour. Directeur de la Nouvelle Revue Française, lecteur et amateur de Duras, ou peut-être pas d'ailleurs. Plutôt pas. Plutôt pas. Mais je l'ai raté à une époque où normalement j'aurais dû. Mais Il y a un âge pour lire Duras ? Quand j'étais étudiant, voilà. Et alors il y a un écrivain qui s'est interposé dans mon champ de lecteur, c'était Beckett. Et j'ai été happé par Beckett durant toutes ces années où mes collègues, mes amis, pas mes collègues, mais mes amis, lisaient Duras parce qu'ils n'avaient pas envie de lire Beckett. Mais moi, j'étais pris par Beckett. Ça fait écran, c'est de la faute de Beckett, finalement. Et donc, mais j'aime beaucoup l'hypothèse que Dominique Noguès tout à l'heure évoquait, une hypothèse d'interprétation esthétique, enfin, l'hypothèse de Princesse de Clèves. J'aime beaucoup ce rapprochement possible entre un classicisme extrêmement épuré comme l'est la Madame de Lafayette et ce que Duras a écrit elle-même. J'ai toujours plus ou moins pensé que on la faussait beaucoup, et je dis pas du tout ça pour Dominique, au contraire, parce qu'il est justement de ceux qui ont suivi vraiment. Mais j'ai besoin qu'on débarrasse un peu l'espace autour d'elle pour percevoir quelle était vraiment son écriture, justement. Voilà, débarrasser l'espace pour poser le numéro 629 de la NRF, actuellement en librairie. On peut y découvrir un texte de Paul Dubouché même, c'est une femme. Debout sur le ciel, ce sont des bonnes feuilles. Avant de parler du texte lui-même, peut-être un mot sur Paul Dubouché, écrivaine et puis auteur jeunesse. Oui, alors c'est Paul éditrice chez Gallimard, elle s'occupe de livres pour la jeunesse. Elle avait publié un premier livre il y a quelques années dont le titre, hélas, m'échappe, chez Actes Sud, où elle racontait la liaison de sa mère avec René Char et la souffrance qui en avait découlé pour son père. Son père, Paul Dubouché, André Dubouché, le poète. Son père, André Dubouché, donc qui est le poète que vous savez, une des grandes figures de la poésie française contemporaine de l'après-guerre, avec Jacotet, Dupin, Bonnefoy, il y avait André Dubouché. Et là, dans ce livre, elle fait tout simplement, elle compose, comme on le dirait en musique, une sorte de sonate à son père, ou un dessin, un portrait dessiné au fusain, très très simple, où elle tente d'approcher je dirais volontiers, la simplicité énigmatique qu'était que transmettait son père. Un homme vivant énormément au contact de la nature, des arbres, des feuilles, de la pierre, et aussi au contact de la musique. Bach revient très souvent dans ce très beau texte qu'elle a écrit. Et ce qui est étonnant, c'est que tout en portant tout son regard sur son père, elle compose en même temps un autoportrait. C'est aussi un portrait d'elle qu'on voit. Donc c'est un livre extrêmement personnel et pas du tout écrasé par son modèle.
Ce père qui écrivait même en marchant, et Oui. que enfant, elle voyait comme ça écrire comme debout sur le ciel. Comme debout sur le ciel. D'où Tout le à fait. titre de ce livre qui paraît donc ce mois-ci. Oui. Dans la collection blanche des éditions Gallimard. Et puis, si on souhaite se procurer le numéro 629 de la NRF, il est toujours en librairie. Merci Michel, à bientôt. Merci. C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez et vous êtes bien sûr France Culture. Nous continuons à parler de Marguerite Duras, à présent avec vous Mireille Caille-Gruber. Bonjour. Bonjour. Pour vous présenter un peu, vous avez beaucoup écrit sur Michel Butor, dont vous avez dirigé les œuvres complètes aux éditions de La Différence. Vous avez également beaucoup travaillé sur l'œuvre de Claude Simon, notamment en collaborant à son édition en Pléiade. Vous avez encore écrit sur Pascal Quignard, récemment je crois, Hélène Sixou, et bien sûr sur Marguerite Duras, avec notamment ce petit essai intitulé Duras, la noblesse de la banalité, chez De l'Incidence éditeur. C'était en 2014. Alors c'est un livre un peu savant, dont vous allez éclaircir pour nous un certain nombre des concepts, mais d'abord je serais heureux de vous écouter parler de manière générale de ce qu'a pu inspirer les propos, ce qui a pu inspirer chez vous, les propos tenus par Dominique Noguez en première partie. Est-ce que la Duras de Dominique Noguez correspond un peu à la vôtre ? Il s'est dit des choses fort intéressantes et je n'ai que l'embarras du choix pour rebondir Eh bien, nous avons le temps. sur ce qu'a dit Dominique. Moi, je voudrais refaire le rapprochement entre La Princesse de Clèves et La Maladie de la mort, que je trouve fort intéressante. D'abord, Marguerite Duras elle-même a fait référence à La Princesse de Clèves, et il faut d'abord dire que La Princesse de Clèves, c'est pas si classique que ça. Nous disons que c'est classique, mais ça a défrayé la chronique, comme vous savez, à l'époque, et on a considéré que c'était un roman extrêmement audacieux et contre toutes les règles de la morale. Donc déjà, on n'est pas dans le classicisme. Et puis, je pense que c'est toute la question des amants, de la fidélité des amants, où chez Duras, effectivement, comme le disait Dominique Noguez, on est toujours à la limite du sublime, et où les amants, elle le dira de plus en plus dans ses derniers livres, ne se voient pas forcément, ne font pas forcément l'amour, mais justement, c'est d'autant plus fort qu'ils sont dans cette fidélité imaginaire, dans cette fidélité projetée à l'infini, peut-être comme elle le dit ailleurs, qu'aucun amour ne donnera jamais, ne tiendra lieu de l'amour. Voilà, aucun amour ne tiendra lieu de l'amour. Autrement dit, on a toujours un désir plus grand que ce que l'on peut atteindre. Et je crois que ça, on le trouve dans La Princesse de Clèves. Et alors, pour ce qui est de La Maladie de la mort, je dirais que c'est un peu pareil, d'autant que vous avez fait passer ce premier extrait qui est très très beau, c'est le début du texte. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, même s'il est question de l'homosexualité, jamais le mot n'est prononcé. Jamais. De même que dans Agatha, jamais le mot inceste n'est prononcé. Alors, Autrement qu'est-ce que dit, vous y voyez ? j'y vois que c'est pas seulement l'homosexualité, que c'est beaucoup plus subtil que ça, que c'est beaucoup plus complexe, que il y a du féminin, du masculin, qu'il y a du masculin et du féminin, qu'il y a un désir des sexualités qui dépasse nos catégories psychologiques ou sociologique, voyez. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'on est dans le même rapport au sublime, c'est-à-dire à quelque chose, pour en revenir à votre thématique du voir, la folie du voir, et j'ai beaucoup aimé que vous disiez la folie du voir et pas de voir, c'est-à-dire que il s'agit pas de la volonté de regarder telle ou telle chose, mais véritablement de cette faculté que nous avons tous d'enregistrer, même à notre insu, de voir sans voir. Et je crois que c'est ça qui se passe aussi bien dans La Maladie de la mort que dans cette recherche de quelque chose qu'on ne sait pas trop comment nommer dans le texte, puisque la mort, même la maladie de la mort, c'est dit une seule fois et ça ne dit pas grand-chose de précis. Donc il y a comme un contresens, selon vous,
sur ce texte-là? Je dis pas qu'il y a un contresens, je dis qu'il y a peut-être trop vite une manière de rabattre sur un terme, sur une catégorie ou sur une nomenclature, une subtilité de recherche que seule la littérature peut faire. C'est-à-dire la littérature peut creuser les mots et dire des choses entre les mots. Vous avez le sentiment que précisément Marguerite Duras peut être interprétée de multiples façons, parce que en effet c'est ce qu'il semble être le cas à la lecture en tout cas de ses plus grands textes, et en même temps la critique a parfois choisi une interprétation plutôt qu'une autre. Vous trouvez ça dommage? Je crois que tout grand texte peut avoir plusieurs interprétations, c'est sûr, et puis c'est une œuvre. Donc elle revient sur des thèmes, elle revient sur des motifs et elle les creuse de manière différente, et c'est vrai que les choses peuvent se croiser et se contredire, mais il me semble que cette notion-là de ne pas rabattre une œuvre ou un livre sur quelques étiquettes, c'est quand même très important. Et c'est vrai que par ailleurs, c'est aussi, bien sûr, l'homosexualité. Elle a d'ailleurs un texte, c'est dans, je crois, La vie matérielle, un texte où elle parle de l'homosexualité, où elle dit tous les hommes sont des homosexuels, où là, c'est vraiment à l'emporte-pièce. Mais dans les textes plus de fiction, il me semble qu'il y a une recherche justement par le style, par le vocabulaire, par la syntaxe, de dire entre les mots, de dire des choses qui sont de cet ordre que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que on voit toujours sans voir. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est précisément le fait qu'on est toujours débordé, le fait que on est dans les perceptions et non pas dans la psychologie. C'est avec le corps qu'elle écrit, c'est vrai. C'était très beau aussi le passage que vous avez fait entendre sur cette souffrance, sur ces points névralgiques. Et par exemple, puisque Dominique Noguès parlait de la scène dans le champ de seigle, elle est là, mais elle ne voit rien. Elle voit juste la fenêtre éclairée et elle imagine. Et c'est ça qui est fort, de même que c'est cette fascination. Pourquoi au début Lol devient folle de voir les amants? Et pourquoi elle crie et elle s'évanouit quand ils s'en vont? Parce qu'elle ne peut pas rester avec eux. C'est pas parce qu'elle est jalouse. On n'est pas du tout dans le sentiment habituel, psychologique. Non, elle est amoureuse de l'amour, finalement. Elle est amoureuse de ce qu'il représente. Alors, on a entendu en première partie la Duras de Dominique Noguès. Quel serait votre Duras? Je ne sais pas si vous l'avez rencontré, connu personnellement. Quel serait, si ce n'est pas le cas, votre Duras en tant que lectrice? Je suis une lectrice de Duras, je ne l'ai pas rencontrée, j'ai entendu plein de choses d'elle. Alors c'est difficile de dire ma Duras, encore que c'est vrai que ça ne peut être qu'une lecture subjective. Pour moi, c'est quelqu'un qui est capable, justement, par des mots très simples, de dire des choses très complexes et de faire le lien entre des choses anonymes, banales et des choses très graves. Je prends l'exemple, puisque vous parliez tout à l'heure de la noblesse de la banalité, c'est son terme à elle que j'ai repris, qui est dans le camion. L'histoire de cette dame. Le camion, ce livre-film dont on ce livre-film, moi je vais parler. Je suppose que vous allez parler demain du film, donc je vais surtout parler du texte, qui est donc cette histoire d'une personne qui n'a même pas de nom, cette dame qui n'a pas de nom, donc complètement anonyme, dont on dit qu'elle est grise, dont on dit qu'elle est âgée, qu'elle n'est pas particulièrement attrayante, et qui parle. Et donc, on dit à un moment, elle a cette noblesse de la banalité, elle est invisible. Et effectivement, c'est ce que nous sommes tous, souvent, pour d'autres, c'est-à-dire des gens qu'on ne voit pas. Et puis, au fur et à mesure qu'elle parle, on s'aperçoit que son petit-fils a un nom juif, il n'est pas juif, mais il a un nom juif. On s'aperçoit qu'elle pleure avec Hiroshima. On s'aperçoit qu'elle est touchée par la disparition des juifs dans les crématoires. On s'aperçoit qu'elle s'intéresse à la guerre. Donc, petit à petit, c'est une sorte de grand écart entre le détail, le minuscule, et puis le rapport avec tout un tas de liens extrêmement profonds qui nous constituent aussi et qui sont en rapport avec le monde entier. Mais en même temps, Marguerite Duras n'avait rien de banal, et c'est aussi Marguerite Duras qui est l'héroïne du camion. Je parle de son... Alors c'est vrai, elle n'avait rien de banal et en même temps, nous sommes tous aussi banals et elle aussi, je pense qu'elle a bien cette notion. D'ailleurs c'est très intéressant parce que le film ne montre pas de personnage.
le film est aussi dans l'imaginaire. On a 2 personnages qui sont Gérard Depardieu et elle, donc des gens effectivement pas banals du tout, mais qui inventent un film qu'on ne voit pas, qu'on voit avec eux, c'est-à-dire qu'on imagine. Donc on est absolument dans la projection, dans la voyance. Je pense qu'il y a, plutôt que visionnaire, je dirais qu'elle était une voyante au sens poétique du terme. Allez, même si on parlera du camion demain, je ne résiste pas au plaisir d'en diffuser dès maintenant un extrait. Très bien. Dans le film, quelqu'un aurait dit, c'est une femme comme ça. Tous les soirs, elle arrête des autos, des camions. Et puis elle raconte sa vie à qui se trouve là. Chaque soir, elle raconte sa vie pour la première fois. Elle est plus ou moins écoutée. Mais peu lui importe. Comment serait-elle? Comment est-elle? Petite, maigre, grise, banale. Elle a cette noblesse de la banalité. Elle est invisible. Petite, maigre, grise, banale, c'est ça la noblesse de la banalité, Oui. Mireille Caille-Gruber. Et on dit aussi dans le texte qu'elle est déclassée. Autrement dit, ça n'est pas une noblesse de classe, bien sûr, mais c'est une noblesse au sens de générosité. C'est-à-dire un regard sur le tout, sur l'environ. Et c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est que cette banalité, en fait, elle est liée au monde entier. Et il y a plein de liens invisibles, mais que nous connaissons tous. Dans l'entretien avec Michel Porte, je me souviens que Duras dit je ne lui ai pas donné de nom et je ne l'ai pas fait jouer par quelqu'un et surtout pas par une grande actrice parce que en ne la faisant jouer par personne, tout le monde se reconnaît. Et je crois que c'est très très juste à dire que c'est pas un personnage de roman, c'est pas un personnage romanesque, c'est poétique. Vous dites que tout le monde se reconnaît dans ce personnage. On peut quand même se poser la question de savoir si aujourd'hui, par exemple, on se reconnaît dans les personnages de Marguerite Duras. Quelle vous semble être sa place aujourd'hui pour les lecteurs, pour les jeunes lecteurs peut-être en particulier? Alors, je vais vous faire je vais vous dire l'expérience que j'ai en tant qu'universitaire. J'enseigne à la Sorbonne, à Paris 3, la Sorbonne Nouvelle. C'est l'extase en permanence. On a énormément de monde. On a travaillé sur des textes de Duras, et notamment sur le cycle indien, pendant 4 ans. On avait toujours salle pleine, on avait des groupes parallèles même entre nous, on est plusieurs professeurs, et les étudiants, les jeunes, donc d'une vingtaine d'années, les garçons comme les filles, sont absolument dans le sublime. Et ils réagissent merveilleusement bien, c'est-à-dire qu'ils reçoivent, c'est pas tant les personnages, c'est cette sensibilité, cette hypersensibilité justement à tout ce qui est de l'ordre du rapport à l'autre, du rapport à soi, par exemple, je pense à cette superbe phrase, parce qu'elle fait quand même des phrases pas seulement courtes, des fois elle fait des phrases aussi, bien sûr qu'elle les travaille, ça on est tout à fait d'accord que c'était un peu comme ça c'est facile de dire ça vient, l'écriture c'est du vent, oui et non, mais par exemple quand Claire Lane, je crois que c'est dans L'Amante anglaise, oui, dit je ne sais pas assez intelligente pour l'intelligence que j'avais. Et dire cette intelligence que j'avais, je n'aurais pas pu. C'est extraordinaire. Oui. C'est qui n'entendrait pas ça? C'est-à-dire, je crois que c'est une écriture qui est capable de nous faire plus grands que nous. Pas en nous faisant des héros, mais en faisant de nous des personnes qui s'interrogent et qui comprennent mieux leurs failles et leurs défaillances. Parce que précisément, à l'inverse, on a l'impression d'être dans une époque de la fiction où le récit est absolument primordial. On a l'impression que tout est mis en récit, tout est mis dans un entonnoir qui commence à un point B et se termine à un point C. Et ça, c'est pas du tout du Duras. Mais vos étudiants ne ressentent pas En même temps, il y a cela. du récit. Il y a du récit, mais il y a, comme je crois qu'elle le dit tel quel, ou si elle le dit pas tel quel, c'est à peu près ça. Elle dit écrire, c'est raconter, et c'est raconter une histoire et l'absence d'une histoire. Et je crois que c'est très juste, de même que quand vous parliez tout à l'heure d'interprétation,
l'interprétation. Interpréter une chose, regarder une chose, c'est ne pas voir une autre chose. Et donc, on est toujours dans cette absence-présence. C'est ce qui veut dire que c'est pas qu'on raconte pas, mais on raconte de façon beaucoup plus complexe, beaucoup plus avec précisément des trous, des mots trous, avec des absences, avec ce qu'on a entendu là, les silences, avec les blancs sur la page. Tout ça, c'est effectivement une mise en scène scénographique de la page ou de la voix. Et en même temps aussi, on voit et on écrit avec tout. C'est-à-dire, on voit pas seulement avec les yeux, on voit avec les mains, on voit avec la voix. Je crois que la voix de Duras, c'est vrai qu'elle est assez extraordinaire. On voit les images noires. Elle a cette fascination pour l'image noire au cinéma. Ça aussi, on en parlera demain. Alors, toujours dans ce recueil de textes, La noblesse de la banalité, vous essayez de définir ce que c'est qu'un ton en littérature. Grande question, là encore. Est-ce que vous pourriez tenter de le faire pour Marguerite Duras ? Alors d'abord, ton, je ne veux pas être très savante, mais ça vient de tonos, presque tout le monde le sait, et donc qui veut dire tension. Donc en fait, un ton en littérature, c'est au fond mettre en place une tension, un suspens, donc des émotions qui viennent du rapport au mot, de rapport à une syntaxe. Moi, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce que vous avez fait entendre tout à l'heure concernant Sartre. Ça ne m'étonne pas du tout que quelqu'un comme Duras, elle dit très justement ce qu'elle dit. C'est-à-dire, vous êtes d'accord avec elle ? Vous pensez que Sartre n'est pas un absolument, écrivain ? et Claude Simon disait la même chose, et la plupart des nouveaux romanciers d'ailleurs disaient la même chose, ce qui n'est pas effectivement une injure faite à Sartre. Un peu. Sartre, non. Sartre, ce qui l'intéresse, il pense qu'il écrit avec des idées. Et les écrivains savent qu'ils écrivent avec des mots. C'est un peu la différence entre certains philosophes et les écrivains, je pense. Oui. Donc il n'y a pas de ton chez Sartre, par exemple. C'est pas la même chose, disons. En tout cas, lui, il travaille avec des concepts. Bon, vous avez aussi des philosophes comme Derrida qui vous diront que un concept est cuit quand on le conceptualise comme ça. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est que Sartre est quand même quelqu'un qui dit que la poésie, c'est bien pour orner autour. Oui. Mais il a dit ça. Alors que pour un écrivain comme Duras, la poésie et la prose, il n'y a pas de différence. Quand on raconte, puisque vous parliez du récit à l'instant, raconter, c'est raconter avec des mots, les faire travailler, leur faire rendre un maximum de choses. Je pense à une autre expression. Elle a des expressions extraordinaires avec presque rien comme changement. Tonos, voilà, ton. Au lieu de dire, je crois que c'est dans Agatha où elle dit quelque chose comme quand elle se rend compte qu'elle a de l'amour pour son frère, elle le dit pas comme ça, elle dit elle ne dit pas j'ai perdu connaissance, mais elle dit j'ai perdu la connaissance de vivre. Oui, c'est pas grand-chose, et ça change tout. C'est ça le tonos, ça serait ça le ton. Oui. Et ce tonos, ce ton, il peut être apocalyptique, c'est un mot que vous employez aussi. C'est quoi le ton apocalyptique chez Marguerite Duras ? Alors, apocalypse, ça veut tout simplement dire révélation, en fait, étymologiquement. Donc, en fait, c'est révélateur de ce que nous disons tous les jours, sans faire attention à ce que nous disons. Par exemple, c'est psychanalytique ? Oui, ou même tout simplement des mots, des expressions figées que nous employons sans plus très bien savoir ce que nous disons. Et c'est aussi une autre manière de ne pas regarder le détail des choses ou les choses banales. Elle a fait un texte formidable sur la mort de la mouche. Elle prend 5 pages pour décrire la mort d'une mouche, qu'elle appelle la mort d'une mouche ordinaire. Déjà, ça dit beaucoup de choses, la mort d'une mouche ordinaire. Une mouche noble, mais banale. C'est ça. Et elle sait pas du tout qu'elle en fait un personnage anthropomorphique, pas du tout. Elle décrit comment elle se débat dans la poussière, dans le reste de ciment. Et puis tout à coup, il y a un lien qui se fait et elle parle des Juifs. Voilà, ça c'est la manière Duras. C'est ça que j'appelle le ton et que j'appelle la tension extrême. C'est-à-dire que la moindre petite chose nous ramène à des horreurs d'une profondeur extraordinaire qui nous ont forgés, qui je crois nous constituent sans que nous nous en rendons compte. Son livre le plus important pour vous ? Je pense que ça reste quand même, c'est pas un livre, mais ça serait Le cycle indien. C'est-à-dire surtout le ravissement de l'Olvestein, le vice-consul, et puis après tout autour les films aussi la qui femme vont avec, la femme du Gange. Et comme film, alors vous en parlerez demain, mais je vous écouterai. C'est Son nom de Venise dans Calcutta désert, c'est-à-dire le film où justement on ne voit plus de personnes. Il y a les objets, il y a les matières, mais on entend la bande son et on voit, on visionne, on est dans la voyance. So
Merci beaucoup Mireille Kail-Gruber. Je rappelle que vous êtes écrivaine et professeure de littérature française et aussi d'esthétique à l'Université Paris 3, directrice du Centre de recherche en études féminines et de genre. En 2014, vous avez publié Marguerite Duras ou la noblesse de la banalité aux éditions de l'Incidence. Demain, nous reparlerons donc du camion et plus largement du cinéma de Duras. Il sera également question d'adaptation de son livre L'Amant et de bien d'autres films. Nous recevrons pour ce faire Jean Cléder et Laure Bergala. Mais tout de suite, c'est le moment de retrouver la poésie et c'est avec Jacques Bonafé. Bonjour, bonjour la compagnie. Quelquefois le monde s'ouvre par la grâce de quelques mots, comme en un tour de clé. Tout paraît si fluide et limpide, tout s'accorde en un souffle réactivant le feu des sensations. Tout est relié par les fils d'un invisible réseau conduisant le courant d'une électricité mentale. Tout s'éclaircit, la vue, la voix et le regard se fait verbe et la parole miroir pénétrant. Qu'est-ce que c'est ça? On est encore dans la boîte à outils de Roland Dubillard? Non, on est passé en 3 bandes à Jean-Pierre Chambon qui vient de publier au Castor Astral. Oui, il n'y a pas que Gallimard en poésie. Du fond du langage s'accomplit le prodige qui concilie en toute phrase pensée et musique, et l'ange nous fait toucher en un rêve éveillé le grain des peaux des pierres et des monades, la langue étant l'organe du goût et de la parole, les mots dans notre bouche rendent une saveur. Tel le monde criblé de heurts et de lacunes, la parole a ses failles, ses trous d'air, ses hoquets, l'impeccable rhétorique se met soudain à bégayer, le miroir bancal réfléchit, un génie claudiquant. Une éclipse obnubile l'intelligibilité des vocables, au cœur de leur cristal persiste un noyau aberrant. La parole n'émet plus qu'un grincement de dents, les mots dans notre bouche gardent un goût de faim. Langue tirée, il faut à nouveau faire œuvre de silence pour mieux entendre ce qui à travers nous veut parler. Ça c'est tiré du petit livre amer aux éditions Voix d'encre. Et pendant ce temps, que fait Dubillard? Son chant d'automne, à la façon Baudelaire, s'appelle « À quoi rêvent les haches ?» Les soirs d'hiver, à la lueur indulgente des braises, quand votre hache étonnamment vous paraît si lointaine, que vous croiriez qu'elle a l'air de sourire, de ses lèvres de reflets de prunelles absentes, souriez donc à votre hache, c'est qu'elle pense à vous, monsieur. Dites-nous un peu pourquoi pas. Et pourquoi, sans aller la saisir par son manche, avez-vous si souvent pensé qu'elle était là, comme sont là les haches? N'avez-vous pas parlé dans le silence de la lourdeur de son acier, de la longueur, de la légèreté, de la souplesse de son chêne? Et pourquoi rêvez-vous en souriant, monsieur, de tout ce que pourrait entreprendre autour d'elle une hache infidèle à son homme? Et quittons-nous avec quelques méduses sorties de l'écorce terrestre qu'a écrit Jean-Pierre Chambon. Aile brisée, le plongeon de l'ange dans la mer fait onduler les parachutes des méduses. Aux lèvres du naufragé, recueillir l'écume de quelques mots étranglés, mêlés d'humeur ectoplasmique. L'eau pure a le goût de l'invisible. Le nageur mimétique est passé dans l'écarquillement du miroir, dont les écailles se sont brusquement resserrées. Une mouche aux ailes diaprées, aux yeux de cristal, tourbillonne dans la bulle de l'œil du cyclope. L'eau réduit la distance amère qui sépare le corps de son ombre. Quittant leur vaisseau fantôme, des marins somnambules marchent sur les eaux, éclaboussés par la clarté du mirage. Merci Jacques Bonafé. Vous nous lisiez aujourd'hui des poèmes de Jean-Pierre Chambon et Roland Dubillard.